Si tu commences à avoir des enfants, c'est là que ça commence à piquer, puisque, bien sûr, là encore, tu vas pouvoir trouver des choses variables, mais très souvent, les Français voudraient que leurs enfants puissent être scolarisés dans des écoles bilingues, françaises ou bilingues. Très vite, tu vas te retrouver, pour des enfants en maternelle, autour de 1 200 € par enfant par mois, et ça va monter chaque année. Tu vas être autour de 1 500 € par enfant et par mois. Et je pense qu'on est des gens qui ont toujours été très heureux ensemble, même dans des appartes. Franchement, des appartes, t'as peur. Des appartes un peu miteux, ou en partageant un cornet de frites pour deux et en s'asseyant dans l'herbe. Et on se rappelle toujours qu'on était extrêmement heureux à ce moment-là. Et je pense que si tu tombes dans « il me faut ci, j'ai pas ça, je veux plus », tu peux perdre ce bonheur-là. Et ce serait dommage. Et pour être à deux, t'as pas besoin d'y aller en Ferrari et d'être dans un palace. Donc, il a toujours fait en sorte que si on s'autorise quelque chose, il veut pouvoir être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il ne nous installera pas dans une maison où un jour on serait susceptible de devoir repartir dans un quartier qui nous plaît un petit peu moins, dans des surfaces moins grandes, dans des layouts peut-être un petit peu moins jolis. Tout comme il m'aurait pas offert une Porsche pour mes 30 ans s'il n'était pas sûr et certain financièrement, dans la mesure du possible évidemment, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais si financièrement, dans notre situation actuelle, il n'était pas certain que je puisse rouler en Porsche jusqu'à la fin de mes jours si c'est la voiture que je choisis. Dubaï fait rêver, mais derrière les images de luxe et de succès qu'on voit sur Instagram, quelle est la vraie vie des expatriés ? Aujourd'hui, on va parler de cet écart entre fantasme et réalité avec Marie, qui vit à Dubaï et qui parle de ce sujet, entre autres, sur les réseaux. Marie, raconte-nous comment tu es arrivée à Dubaï. Hello! Ça va être compliqué parce que moi je suis dans le luxe. Je suis dans le luxe et c'était quoi? Et l'excès. Non, bah écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation, enchantée, ravie d'être là. Et oui, bah effectivement, mon compte Instagram et mes réseaux sont justement là pour ça, pour ce truc de la vraie vie à Dubaï. Donc nous, on a emménagé à deux avec mon mari, et il se trouve que mon mari est libanais. Il est vraiment né au Liban, il a grandi au Liban, il a fait toutes ses études là-bas. Il est arrivé en France seulement beaucoup plus tard pour des études supérieures, pour compléter en fait, avec un master à HEC. Et donc, c'est vrai que nous, on avait toujours prévu de partir au Liban, ça a toujours été le plan. Donc, on n'a jamais prévu d'habiter en France. Mais le Liban, ça s'est quand même pas mal dégradé, et puis les opportunités, de fait, ont un petit peu disparu. Donc, lorsqu'il a été temps pour nous, qu'on a trouvé que c'était le bon moment pour partir, effectivement, la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche ailleurs? Et en fait, c'est vrai que Dubaï était un très bon compromis pour nous. Ça ressemble énormément au Liban. Je pense que d'une certaine manière, le Liban aurait pu ressembler à Dubaï aujourd'hui s'il y avait pas eu tous ces problèmes politiquement, économiquement. C'est vraiment une ville très cosmopolite, et puis il y a quand même la culture arabe au centre qui était importante pour nous. Et puis nous, je vais pas te cacher qu'on avait déjà beaucoup de familles et d'amis ici, et puis on avait passé déjà beaucoup de temps au Liban, donc on a plus eu l'impression de rentrer à la maison que de partir quelque part. Et ça, je pense que ça fait de notre cas un cas un peu particulier, parce que je sais que c'est pas du tout le cas pour tous les Français, que il y a souvent un temps d'adaptation, parfois des choses qui peuvent étonner ou déranger, et puis il y a parfois des gens qui sont très malheureux à Dubaï et qui décident de repartir. C'est pas si souvent, mais ça arrive. Donc pour nous, il n'y a pas eu ce choc-là. Et en fait, nous, on s'est rapprochés d'une partie de notre famille et de beaucoup de nos amis, donc ça a plutôt été dans ce sens-là pour nous. Alors mon mari il fait les allers-retours depuis 8 ans maintenant, parce qu'en travaillant dans l'immobilier, il avait pas mal de choses à régler ici. Mais nous, on est vraiment installés depuis 2 ans et demi maintenant. Il est arrivé un peu avant moi. Et quelle a été ta première impression ? Tu dis que tu savais déjà un peu à quoi ça allait ressembler. Est-ce que tu pensais que tu allais aimer ou pas la vie à Dubaï ? Moi, j'avais pas spécialement d'a priori, et même si on a passé beaucoup de temps au Liban et au Moyen-Orient, on était jamais, enfin, moi personnellement, j'étais jamais venue à Dubaï, donc j'avais pas d'a priori. Ce qui s'est passé, c'est que mon mari est parti le premier, et moi j'ai dû rester parce que pour importer des animaux, c'est très compliqué. Donc moi, je suis restée 4 mois derrière quasiment, le temps de trouver une solution pour le chien. Et je suis venue le voir au bout de 2 mois, donc j'ai découvert Dubaï à ce moment-là, en venant le voir 15 jours. Et étonnamment, je me suis sentie
je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie très très bien. Je me suis vraiment directement sentie à la maison, ce qui en soi n'a pas vraiment de sens, hein. Enfin, ça s'explique pas. Mais je m'y suis sentie extrêmement bien et j'ai tout de suite su que c'était ici que je voulais habiter. Et c'est vrai que quand on discute un petit peu avec les Français et les expatriés, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti ça et qui, quand ils ont mis un pied à Dubaï, se sont dit c'est ici que je veux habiter et qui derrière ont trouvé des solutions pour venir, quoi. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la qualité de vie, la sécurité, le soleil toute l'année? Je sais pas. Moi, je pense que c'était la proximité culturelle et même dans plein de détails avec le Liban. Je pense que moi, j'ai eu un petit peu l'impression de retrouver le Liban, donc c'était particulier. Mais le fait de se sentir bien, de se sentir accueilli, d'avoir envie d'habiter là, oui, je pense que la sécurité, la propreté, la qualité de service, effectivement, et l'accueil, c'est vrai que les gens ici ont l'art de vous faire sentir comme si ils sont vraiment sincèrement heureux que vous soyez là. Et puis il y a beaucoup moins d'agressivité, de tension. C'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux. Tu nous donnes presque envie à tous de venir vivre à Dubaï. Euh, Se remplir et il y aura bientôt plus de place, j'ai l'impression. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a eu beaucoup d'expatriés qui sont arrivés ces derniers temps, des expatriés français? Oui, 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 bien sûr. Et en plus, comme nous, on est dans l'immobilier, on a les chiffres, c'est impressionnant. Là, aujourd'hui, on est environ 3 millions à Dubaï. Je me demande si on n'est pas 3 millions 3, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé les chiffres depuis quelques mois. Dubaï vise quand même 10 millions d'habitants d'ici quelques années. Donc, on est quand même sur un plan d'expansion assez impressionnant. Ils travaillent dur pour pouvoir développer les infrastructures routières, les logements, tout ça, mais ça prend forcément du temps. On voit énormément le trafic. Pour moi, c'est l'un des seuls inconvénients, en tout cas, que je subis au quotidien à Dubaï. C'est le d'être sur la route, c'est les embouteillages. Ça devient un petit peu compliqué, comme beaucoup de grosses villes dans le monde. Tu sais pourquoi ils viennent? Bah, c'est toujours difficile de donner des réponses pour les gens et de faire des généralités. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a le cliché du c'est pour pas payer d'impôts. Oui, c'est très réducteur parce que déjà, devenir résident fiscal de Dubaï, c'est pas si simple. Les gens qui pensent qu'il faut passer 6 mois et un jour à Dubaï pour être résident fiscal à Dubaï, c'est faux. C'est totalement faux. Euh, Vous avez besoin de prendre un avocat fiscaliste qui étudie votre situation et qui va vous expliquer que la résidence fiscale à Dubaï, c'est pas on-off, c'est pas oui-non. C'est au bout de 3 ans qu'on va décider, que l'administration fiscale française va décider, en se basant sur un faisceau d'indices, s'ils vous considèrent comme résident fiscal français ou pas. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent venir vous rechercher et dire ah non, 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 vous avez encore des biens immobiliers, vous avez encore votre famille qui habite en France, donc quand vous venez, vous ne payez pas de logement, et ça, et ça, et ça, et ça, notamment avoir des sociétés ou continuer de bénéficier de votre ancienne clientèle en France. C'est plein de petits faisceaux d'indices qui vont faire qu'on peut tout à fait revenir vous chercher. Et ensuite, non, je ne pense pas que les gens plaquent abandonnent leur famille et partent aussi loin juste pour des histoires d'impôts, ça me paraît très bizarre. Je pense que ça joue, évidemment, parce que quand on est entrepreneur, quand on travaille dur et qu'en fait on fait que payer, 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 payer en soi n'est pas si problématique. Je pense que le vrai problème, c'est la sensation de manque d'évolution. Qu'en fait, tu stagnes, parce que systématiquement, si tu essaies de faire quelque chose, de construire quelque chose, peut-être de gagner un petit peu plus pour pouvoir réinvestir, en fait, très vite, tu t'es bloqué. Et ça, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc, il y a évidemment cette histoire d'imposition, mais je pense qu'au-delà de l'imposition, c'est une question d'ambition. C'est des gens qui se disent, OK, si je veux construire quelque chose de grand, malheureusement, en France, je vais pas forcément en avoir la possibilité. On va pas forcément me laisser faire, ça prendrait des années, et je vais avoir sans cesse des bâtons dans les roues. Donc, je dirais que c'est un petit peu, tu vois, la même raison que pour laquelle les gens sont partis aux États-Unis il y a 50, 70 ans. Tous ces self-made men qui sont partis et qui se sont dit je voudrais construire quelque chose de plus dans un pays où on m'encourage un petit peu. Et puis je pense aussi qu'il y a énormément de Français musulmans qui cherchent des alternatives pour pouvoir aller dans un pays où ils peuvent aussi réussir, avoir de l'ambition, s'installer, mais vivre leur foi dans un pays où ça va peut-être être beaucoup plus facile, où tout sera mis en place, où il y a l'appel à la prière, où il y a des salles de prière partout, où une femme voilée va absolument pas être stigmatisée. Donc je pense que ça joue aussi. Et il y a des gens qui viennent pour pouvoir
élever leurs enfants en accord avec leur foi et en se sentant peut-être un petit peu plus en sécurité. Ouais, ce qui est tout à fait compréhensible en fait, en fonction du pays dans lequel tu vis, tu peux vraiment avoir des difficultés là-dessus. Sur le succès, est-ce que tu as des exemples à nous donner de personnes que tu as rencontrées qui sont vraiment arrivées avec pas grand-chose et en quelques années qui ont réussi Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont l'air d'avoir réussi. Bon, faut quand même avoir conscience qu'à Dubaï, comme tu l'as dit en intro, il y a plein de choses incroyables. Il y a la possibilité de réussir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poudre aux yeux et de mensonges. À Dubaï, quand tu rencontres quelqu'un, part toujours du principe que tu peux pas croire ce qu'il te dit, malheureusement. Et donc, tu peux jamais trop savoir. Mais je peux déjà te parler de nous et de nos amis. Nous, quand on est partis, bah en fait, un déménagement, ça coûte un petit peu cher. Nous, on a toujours été des investisseurs, donc on n'a jamais eu beaucoup, beaucoup de cash flow, finalement. Donc, quand on est parti, il y a même mon grand-père qui nous a donné quelques milliers d'euros pour compléter ouais, c'est peut-être 4 ou 5 000 euros qui nous manquaient pour boucler le déménagement. On est vraiment parti avec pas grand-chose. Alors, un petit peu de cash parce que donc mon mari est dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, ici comme en France, tu n'as pas de salaire. Tu es en commission pure. Donc, forcément, on dit dans l'immobilier que il faut avoir 6 mois de salaire d'avance. Tu ne seras pas payé pendant 6 mois. D'une part, parce qu'il faut le temps de développer ton portefeuille client et faire tes premières ventes. Et ensuite, parce que quand tu es dans le off-plan comme lui, tu ne touches pas l'argent immédiatement. Une fois que c'est vendu, tu dois attendre que le promoteur te paye. Et ça peut prendre 2 à 6 mois selon le promoteur. Donc, tu dois rester un certain temps sans argent dans un pays où, s'il y a bien quelque chose qui coûte très cher, c'est les loyers. Donc, au moins pour avoir un toit sur ta tête, voilà. Mais nous, quand on est arrivé à Dubaï, on faisait attention à tout, on comptait tout, on a fait le choix de maintenir le loyer à un coût minimum en n'essayant pas de se prendre pour je sais pas qui ou de chercher une vue de dingue parce que on est convaincu que le loyer c'est vraiment un coût récurrent qui a un vrai impact sur tes finances au quotidien. Si tu arrives à le maintenir bas, là tu peux vraiment évoluer plus vite et t'en sortir mieux. Quand mon mari est arrivé tout seul ici, il a logé chez de la famille et puis il est venu avec à peine quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, on a à nouveau on a pu vraiment réussir ici et on a pu à nouveau réinvestir dans de l'immobilier, dans plein de choses ici et vraiment s'installer et être largement à l'abri. Je pense même qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est riche à Dubaï. Quel budget tu penses qu'il faut prévoir pour venir à Dubaï pour un couple sans enfant ou un couple avec enfant, même si tu as des notions de frais de scolarité? Ça, c'est une question qui revient régulièrement sur les réseaux. C'est hyper compliqué parce que à Dubaï, c'est une ville internationale avec plein de personnes différentes et on va tous avoir des modes de vie différents. Tu vois, on parlait tout à l'heure de nationalité et de culture. Notamment, les personnes indiennes ont tendance à vivre avec vraiment pas grand-chose. Et une famille, je te dis deux parents, deux enfants chez eux, ne va pas du tout consommer les mêmes choses que nous, deux parents, deux enfants. Alors, tu entends souvent sur les réseaux le 10 000 euros par mois. C'est souvent un petit peu le chiffre qui revient. Je vais essayer de te détailler un petit peu les coûts. Pour un logement, pour une personne, tu trouveras très 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 difficilement. Allez, on va parler d'un appart, une chambre pour un couple. Là, ça va dépendre vraiment vraiment de la localisation. Ça va être compliqué d'habiter en dessous de 1 500 euros par mois pour une chambre. Et bien sûr, si de par ton métier, tu es obligé d'être très proche de centres économiques importants ou que tu as envie d'avoir une vue un peu plus sympa ou un quartier un peu plus sympa, ça monte très très vite. Tu peux être très vite à du 3 000 à 4 000 euros. Ensuite, s'il te fallait un 2 chambres, bah ça monte forcément très vite. Et puis surtout, ce qui va coûter très cher, c'est dès que tu veux une maison. Que ce soit maison de ville, donc mitoyenne, ou villa, là c'est encore plus compliqué, surtout que des villas, donc non mitoyennes, ça n'existe pas pour des petites surfaces. Donc très vite, t'es sur du 4 chambres plus maid, 5 chambres plus maid. Là, très rapidement, sur les moins chers du marché, tu vas être à 5 000 euros par mois. 4 chambres plus maid, ça veut dire Et 4 oui, chambres plus un endroit pour la femme de ménage, c'est bien ça? exactement. Une petite chambre avec une salle de bain privée et parfois, selon les maisons, un accès extérieur. Là, c'est pareil, c'est très culturel. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont du personnel à la maison. Je pense que selon qui tu es, selon les gens, selon les cultures,
on ne les traite pas du tout de la même manière. J'ai tendance à croire, j'espère, j'ai l'impression que chez les Français, vu que c'est un peu moins dans nos habitudes, c'est des personnes qui sont un petit peu mieux traitées, mais c'est vrai qu'on voit des trucs horribles, quoi. Des gens qui ont absolument pas de chambre de maid et elles gonflent leur matelas gonflable dans le salon tous les soirs, une fois que la famille est allée se coucher, et il faut qu'elle soit réveillée sur le pied de guerre avant qu'ils se lèvent. Et puis des fois, bon, la masse de travail qui leur est imposée est dingue. C'est vrai que les gens sont très bloqués sur, tu sais, il y a eu quelques reportages à l'époque. Je dis pas que ce qu'ils ont vu était faux, je dis juste que déjà, ça représente pas la globalité. Et puis qu'ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et de lois et de protections qui ont été mises en place. Donc les gens sont très bloqués sur oui, on leur prend leur passeport, etc. Je pense sincèrement que, bien sûr, les gens qui font ça, c'est atroce, mais c'est pas le pire. Je pense qu'au quotidien, entre celles qui ont le travail de 3 personnes à leur charge, celles qui ont même pas une vraie chambre pour dormir, voire, j'ai découvert récemment que certaines personnes, en fait, dans certaines chambres de maid, il n'y a pas de clim. Mais enfin, chez nous, il fait 50 degrés. L'été, c'est invivable. Donc voilà, ça fait partie des choses où j'ose espérer, j'ai l'impression, à force d'en discuter, que les Français sont un peu plus respectueux de la vie humaine et des droits de l'homme et des droits humains. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, parfois, je pense qu'il y a encore et toujours des dérives. Ça fait 15 ans que je suis expatriée, du coup, j'ai vu beaucoup de situations plus ou moins similaires à ce que tu peux raconter. La plupart du temps, dans 2 nationalités quand même. J'ai remarqué que les Français étaient beaucoup plus respectueux. Peut-être qu'on est le pays des droits de l'homme, du coup, on fait plus attention. Et si dans le cas, on a des doutes sur les salaires, les conditions de travail, etc., et qu'on ne sait pas vraiment comment gérer ça, moi, je conseillerais de parler aux autres Français de la communauté pour savoir quel est le standard attendu et de faire le maximum pour ces employés de maison qui, en fait, changent la vie. Je pense qu'ils sont en fait un membre de la famille. Tu vois, mon mari a grandi dans un pays où il y a toujours eu des maids, ils ont toujours fonctionné comme ça. Il le considère comme un membre de la famille. Si on va au restaurant, tout le monde va au restaurant, elle mange avec nous, évidemment. Parce que je sais, les Français qui nous écoutent, ils se disent bah, j'espère bien, mais au restaurant, de temps en temps, on voit aussi des choses, waouh, c'est un peu dur à gérer. Mais oui, j'ai l'impression que les Français, comme peut-être aussi on a moins l'habitude, euh, on est un petit peu plus mal à l'aise. Et puis surtout, on veut absolument pas faire du mal aux gens ou maltraiter les gens. Mais c'est vrai que les gens, souvent, on le voit beaucoup passer sur les groupes Facebook de Français. Des gens qui demandent conseil, de l'État, comment bien faire. Je pense qu'à ce niveau-là, de manière générale, les Français essaient de bien faire. Et tant mieux. Tu voulais un peu des infos sur la scolarité, parce que ça, c'est un gros truc à Dubaï. Au niveau des tarifs, tu vois, donc tu as le logement, les voitures, parce que plus tu vas habiter loin, moins tu payeras cher. Mais par contre, il faudrait par adulte, parce que très vite, tu pourras pas te dépasser 100. Même si les voitures à Dubaï, c'est pas ce qui coûte le plus cher. L'essence n'est pas très chère, il y a beaucoup, beaucoup de voitures sur le marché secondaire pour pas très cher. En revanche, si tu commences à avoir des enfants, c'est là que ça commence à piquer, puisque, bien sûr, là encore, tu vas pouvoir trouver des choses variables, mais très souvent, les Français voudraient que leurs enfants puissent être scolarisés dans des écoles bilingues, françaises ou bilingues. Très vite, tu vas te retrouver pour des enfants en maternelle autour de 1 200 € par enfant par mois, et ça va monter chaque année. Tu vas être autour de 1 500 € par enfant et par mois sur des enfants de primaire, et ça continue comme ça de monter. Et si tu veux des écoles un peu plus prestigieuses, un peu plus qualitatives, des vraies écoles bilingues avec les 2 langues et les diplômes dans les 2 langues, français, anglais, donc le bac, mais aussi tous les diplômes anglais, voilà, très vite ça va monter. Et ça va définir ton lieu d'habitation. Ces écoles étant dans des lieux forcément où il y a plus de demandes locatives ou de demandes immobilières, parce que les gens veulent être proches des écoles. À Dubaï, très vite, tu fais du 40-45 minutes de route. Quand l'école commence à 7 heures du matin, c'est compliqué pour des enfants de 3, 4, 6, 7 ans. Et même s'il y a des bus scolaires, le problème, c'est que si toi, tu es au bout du monde, bah en fait, ton enfant, il va être tout au début du ramassage scolaire. Donc en fait, si on vient chercher ton enfant à 5h45 pour qu'il se tape 1h15 de route dans Dubaï, à aller chercher tous les copains dans chaque quartier, il y a plein de parents à qui ça convient évidemment pas. Et puis le soir, il va être le dernier arrivé. Donc ça fait des journées improbables. Donc très vite, quand tu as des enfants, ça change tout niveau budget. Je crois vraiment que quand tu es juste à 2, tu peux faire plein de choix, tu peux aller grignoter un petit truc vite fait, tu peux marcher un peu plus, rouler un petit peu plus. Quand tu as des enfants, le budget monte très très vite à Dubaï, ça c'est sûr. Je vois que c'est vraiment un endroit où il faut un budget qui est quand même assez important quand tu as une famille. Est-ce que tu vois des gens qui s'endettent
pour entretenir un certain niveau de vie à Dubaï. Peut-être dans une transition où quand ils arrivent, ils pensaient qu'il fallait moins pour avoir le même niveau de vie qu'un niveau, un niveau de vie français. Est-ce que tu as rencontré des cas comme ça? Alors, alors c'est vrai que moi, tu sais, mine de rien, on reste quand même un peu toujours dans son milieu. Nous, on avait déjà notre famille, on avait déjà nos amis, donc on est un peu entouré de gens qui fonctionnent comme nous. Et qui ont un petit peu le même niveau d'études, qui sont dans la finance. C'est des gens qui ont plutôt eu tendance à bien anticiper. Et puis on a beaucoup, beaucoup d'Arabes, évidemment, dans notre entourage qui connaissaient déjà la situation. Donc je ne vais pas connaître directement des gens à qui c'est arrivé. Je sais que dans certaines années, quand il y a eu un petit peu des crises économiques, il y a eu toute cette grande vague d'expatriés complètement endettés, tu sais, qui ont laissé les voitures à l'abandon, qui ont laissé le pays en catastrophe. Donc ça, évidemment, j'étais pas sur place à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et d'ailleurs, on a des lois héritées de ça. À Dubaï, il est illégal d'avoir une voiture sale. On peut avoir une amende si la voiture est sale. Et en fait, ça a l'air débile comme ça. Mais en fait, c'est pour repérer les voitures abandonnées. En fait, on n'a pas le droit d'abandonner sa voiture. Et enfin, c'est plutôt lié à ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui repartent. Il y a des gens qui pensent que Dubaï, ça va être la panacée, que je pense que c'est les gens qui effectivement avaient peut-être une image un peu fausse, qui se disent tout va être facile et parce que c'est Dubaï, tout à coup je serai riche et tout à coup tout viendra à moi. C'est une terre d'opportunités, mais où faut bosser. Enfin, c'est des heures et des heures de travail et ça demande un investissement qui n'a rien à voir avec la France. En France, si tu veux y aller mollo, te concentrer peut-être sur tes hobbies à côté, prendre du temps pour ta famille, etc., c'est assez facile d'avoir des aides, de t'éloigner un petit peu des grosses villes et puis de vivre pour pas trop cher et d'avoir une vie simple. Ici, c'est pas possible. Donc, quand je te disais, c'est les États-Unis, il y a 50, 70 ans, ça fait vraiment ça. Ça demande énormément de travail et d'investissement. Et je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des gens qui arrivent à avoir un niveau de vie, en tout cas des Français, qui arrivent à avoir un niveau de vie vraiment satisfaisant à Dubaï. Quand je te dis satisfaisant, c'est ok, on n'est pas en yacht tous les week-ends, on roule pas en Ferrari, mais je regarde pas les prix quand je fais mes courses, je regarde pas les prix sur la carte au restaurant, je m'inquiète pas trop si on a envie de ci ou de ça, ou d'aller là, ou de prendre un week-end à Abu Dhabi ou que sais-je. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ce niveau de vie-là en étant en mode ouais, tranquille, tu vois. Parce que, alors après, tu as deux cas de figure. Tu as les indépendants, comme nous, où forcément, là, plus tu bosses et plus tu peux te développer, moins t'en fais et plus tu vas stagner. Et tu as aussi après tous les salariés. Tu as beaucoup de gens qui ont été recrutés depuis la France pour Dubaï. Et là, je sais qu'il y a plusieurs cas de figure. Tu as des gens, oui, meilleur salaire, oui, super avantages, etc. Mais ça rigole pas. C'est des boîtes où vraiment on leur en demande beaucoup, beaucoup. Je peux bien sûr pas parler, tu vois, je peux pas faire de généralité. Je sais que il y a aussi des Français, enfin, je connais des personnes qui sont dans des boîtes où ça va, c'est ok, mais le salaire suit pas forcément. Et c'est pas des personnes qui peuvent s'éclater à Dubaï, tu vois. Donc, que les gens repartent. Ça arrive souvent. Donc, tu fais des vidéos sur tous ces stéréotypes sur les réseaux. À quel Oui. moment tu t'es dit c'est de cette façon qu'il faut en parler? Ah, je peux pas être trop sérieuse, je me serais ennuyée. Et le problème, c'est que j'ai toujours un petit peu ce côté, et je l'ai toujours eu, ce petit côté un peu bitchy, un peu moqueur. Tu vois, là, je viens d'organiser un événement qui s'appelait le Café Connasse à Dubaï. Je crois que c'est trop moi, tu vois. Je veux pas faire les choses. Si, en fait, je fais les choses sérieusement. Il y a plein de fois où je donne des infos un peu sérieuses et tout, mais le but, c'est aussi que les gens passent un bon moment et rigolent un peu devant les vidéos. Mon but, c'est quand même de diffuser l'info pour montrer les vraies choses et montrer comment ça se passe. Je pense que si t'es juste tout le temps à donner des infos, genre, ah, regardez, ah, machin, bon, c'est un peu lourd. Je pense qu'aussi les gens, ils ont envie d'être sur ce compte-là parce qu'on rigole bien, parce que parce que c'est sympa, parce que voilà. Je pense qu'il faut quand même être capable d'en rire. Après tout, ça reste des choix perso. Moi, je suis à Dubaï. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont là, il y en a qui sont en France, et c'est ok. Tu vois, je pense que ça nécessite pas d'être hyper sérieux et de se prendre la tête, tu vois. Tu as des réactions super positives et d'autres un peu moins. Je me souviens d'avoir vu une de tes vidéos où tu as mentionné ta Porsche. Oui,
J'ai même pas fait exprès, tu vois. Tu sais que j'ai passé des mois à cacher la marque de ma voiture, à pas faire apparaître le logo, à jamais dire le nom. Et en fait, un jour, j'ai filmé cette vidéo et j'étais en warning au milieu de la route. Il venait de m'arriver un truc. Et moi, qu'est-ce que je trouve de mieux à faire? Je me dis, ah, bah, je vais en faire une vidéo. Bah oui, reste au milieu de la route, t'as raison, c'est vraiment... Enfin, j'étais pas vraiment au milieu de la route, mais potentiellement, je pouvais gêner. Et je suis toujours en warning et j'explique parce que je leur dis, en fait, j'étais là en warning et puis il y a quelqu'un en costume qui est venu vers moi. Je me suis dit, c'est la sécurité, je vais me faire dégager, quoi. Et en fait, pas du tout, c'était le valet parking de l'hôpital qui me disait, bah, est-ce que vous avez besoin que je vous gare la voiture? Et en fait, moi, ma voiture, je l'appelle Pam. Et du coup, je m'apprêtais à dire, il est venu pour me demander s'il avait besoin que je gare. Et en fait, t'entends ma petite hésitation. Je m'apprêtais à dire qu'il me gare Pam. Je me suis dit, mais personne sait qui c'est, Pam. Et du coup, j'ai dit la Porsche. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de couples, tu sais, quand t'as plusieurs voitures à la maison, bah, très vite, tu les appelles par la marque. T'as la Porsche, t'as la Patrol, t'as la machin, t'as la truc. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas. Nous, on l'a toujours fait. Et quand on était en Yaris, c'était la Toyota. Et ça nous posait pas de problème non plus. J'ai décidé de ne pas poster cette vidéo en me disant, bah non, de toute façon, je donne aucune info sur ce que j'ai comme voiture. Je l'ai laissé dans les brouillons. Et au bout de plusieurs mois, je suis retombée sur cette vidéo en me disant, ah, mais tiens, il y avait cette vidéo, elle était marrante. Bah tiens, pourquoi je l'ai pas postée? Et je l'ai balancée. Et c'est en commençant à avoir les retours que je me suis rappelé pourquoi je l'avais pas postée. Après, je me suis dit, écoute, de toute façon, les gens qui connaissent cette voiture, il y a le GTS derrière ma tête brodé sur les appuis-têtes. Enfin, de toute façon, ça se voit à chaque fois que je parle et tout. Et je me suis dit, après tout, je vais pas passer ma vie à me planquer. Si cette voiture me rend heureuse et que c'est la voiture que je voulais, bah, c'est la voiture que j'ai prise et puis point barre. Pourquoi Mais t'osais pas en parler? En fait, je savais que je savais que ça allait poser problème auprès du public français. Je savais que ça pouvait poser problème, que ça pouvait amener de la haine. Et en fait, c'est pas tant que je voulais à tout prix pas en parler, c'est que avant de discuter de quelque chose ou de donner une info, je me demande si ça a une utilité. Or, donner la marque de ma voiture et dire que je roule en Porsche n'avait aucune utilité. Je voyais pas l'intérêt d'en parler et d'afficher la marque. Après, bah voilà, une fois que ça a été fait par erreur, et d'ailleurs, depuis qu'il y a eu cette vidéo par erreur, je passe pas mon temps à la montrer, et je pense qu'on l'a quasiment jamais revue, tu vois. Mais c'est très compliqué, et en fait, les gens, alors ça va être quand tu possèdes quelque chose, ça, j'ai des copines qui sont à Dubaï qui ont des problèmes avec ça aussi, qui montrent pas leurs affaires, qui montrent pas, si jamais elles ont des sacs de luxe, si elles sont, il y en a certaines qui aiment beaucoup ça, elles les montrent pas. Les voitures, il y a beaucoup de gens qui cachent leurs voitures quand même. Est-ce que tu trouves qu'on a une grosse différence culturelle là-dessus? Les Français, où en fait, si on a de l'argent, il faut pas le montrer, il faut pas le dire. En fait, c'est presque par respect pour les autres qui ont pas, ou par Ouais. honte d'avoir, je sais pas. Et est-ce que à Dubaï, tu peux montrer et pourquoi tu peux montrer? Oui, de toute façon, en France, on a ce truc, ce raccourci dans l'inconscient collectif de le riche est méchant. Le riche ne l'a pas mérité, le riche est un voleur, le riche est un arnaqueur, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai un peu envie de te dire, comme je te disais en début de podcast, vu que de toute façon, gagner de l'argent honnêtement, en se construisant tout seul et en bossant dur, c'est quasi impossible. Effectivement, on finit par se dire pour être très 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 riche en France, oui, alors je ne sais pas, j'ai jamais été très très riche en France, mais peut-être que il faut passer par des trucs un peu glauques, j'en sais rien. En France, ça reste très compliqué. Moi, j'ai habité aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et là, à Dubaï, c'est pas du tout le cas. Déjà parce que moi, je trouve que Dubaï, t'as des gens, ça leur fait tourner la tête. Et d'ailleurs, comme tu disais, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens à Dubaï. Beaucoup. Qui prennent absolument pas soin de faire des économies, d'avoir un matelas de sécurité ou quoi. Il y en a qui flambent et qui se montrent. Et en fait, s'ils sont pas dans la merde maintenant, ils vont pas tarder à l'être parce que c'est-à-dire qu'au moindre problème, ça va être catastrophique. Donc ça, oui, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens parce que ils ont ce besoin, tu vois, de faire comme les autres, de montrer que eux aussi ils peuvent. Et moi, c'est pas du tout une vie qui m'a fait ça. C'est pas du tout un émirat qui m'a fait ça. Moi, je trouve que Dubaï, c'est une ville qui te... Alors, ça c'est l'expression en anglais. Nous, on l'a pas qui te humble. Nous, on n'a pas ça. Ça te humbilise pas, ça n'existe pas. Qui te rend humble? Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que plutôt, ça te rend humble parce que quoi que tu fasses, mais t'auras toujours plus riche que toi. Ça sert à rien. Bah après, j'ai jamais été comme ça, même en France, et c'est pas trop ma personnalité, mais
Encore plus à Dubaï, si tu commences à regarder ce qu'ont les autres, mais tu vas te rouler en boule dans un coin pour chialer pendant des jours et tu t'en remettras jamais. Parce que il y a des gens ici qui ont des quantités d'argent que tu ne pourras pas gagner en toute une vie. Et c'est OK. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un émirat qui te remet les pieds sur terre, qui te dit OK, super, t'as des ambitions, mais concentre-toi sur toi et compare-toi à toi. Arrête de te comparer aux gens que tu croises, ça n'a aucun sens. C'est des gens qui ont construit ces fortunes-là sur plusieurs générations, c'est des gens qui viennent de pays où il y a des possibilités que t'as pas toi. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens de se comparer et d'essayer de rentrer dans cette course à qui aura le plus, à qui se montrera le plus. Franchement, pour moi, à Dubaï, plus qu'ailleurs, concentre-toi sur toi et vois ce que toi, tu peux faire mieux que t'as fait hier. Est-ce qu'il y a quand même des choses où tu te rends compte que tu dépenses de l'argent que tu n'aurais pas forcément dépensé en France ou des choses que tu te permets, par exemple acheter cette Porsche, est-ce que tu l'aurais fait en France Non, même si tu avais les mêmes moyens? non, je l'aurais pas fait et pour une bonne raison qui est que tu me demandais, mais est-ce qu'à Dubaï on peut montrer qu'on a de l'argent? Oui, déjà parce que c'est valorisé. À Dubaï, on part du principe que tu l'as gagné et que tu as travaillé pour ça. Euh, mais surtout, à Dubaï, il y a la sécurité. À Dubaï, il n'y a pas de vol. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre une Porsche en France avec ce que ça va me coûter de l'entretenir et le risque que quelqu'un de jaloux la raye, la tape, Je veux dire que tu roules pas en Porsche à Paris. Tu passes ton temps à planquer ta voiture, t'oses la garer nulle part. Donc oui, pour aller de ton parking privé à un valet parking de Palace, pourquoi pas? Mais du coup, c'est quand c'est ta deuxième ou troisième voiture. Or, là, la Porsche, c'est ma voiture principale. Tu sais, c'est une Porsche Cayenne, c'est un petit SUV. Donc, c'est ma voiture du quotidien. Donc, non, en France, je l'aurais pas prise. Non, en France, mon mari m'aurait pas offert les bijoux qu'il m'a offert ici parce que je prendrais pas le risque d'avoir certaines pièces à mes poignets. Et c'est pour moi avant tout une question de sécurité. Et d'ailleurs, mon mari a eu la chance d'obtenir une montre assez difficile à obtenir dans une marque où il faut être sur les listes assez longtemps, il faut avoir beaucoup de contacts, etc. C'est des montres qui peuvent aller de, je sais pas moi, c'est quoi les moins chers? J'en sais rien, peut-être 30 000, 50 000 euros, qui peuvent évidemment aller jusqu'à plusieurs millions, mais lorsqu'il est allé chercher sa montre, le vendeur lui a dit profitez-en au maximum à Dubaï, portez-la, profitez-en, vous inquiétez pas, les garanties, abîmées, machin, truc, nous, on vous la répare, on vous la machin, mais lorsque vous voyagez, laissez-la ici. Est-ce que c'est facile de passer d'une mentalité à l'autre, dans un sens comme dans l'autre? Je veux dire, si tu arrives à Dubaï et que du jour au lendemain, tu peux t'autoriser ces plaisirs parce que socialement c'est accepté et tu n'auras pas de reproches ou de honte attachée à ça, comment tu te sens dans l'autre sens, quand tu rentres en France voir ta Écoute, famille? dans le sens France-Dubaï, en réalité, bah tu vois, comme je te disais, il y a pas, c'est pas ce truc de hop là, j'arrive à Dubaï, c'est bon, je peux acheter. De toute façon, ça se fait sur des mois, des années, c'est du travail et des heures et des dizaines d'heures de travail. Et c'est un jour, bah tu te permets d'aller dans un resto un petit peu plus cool. Et puis 2, 3 mois après, eh ben tu t'offres un petit bracelet en or qui coûte 200 ou 300 euros et c'est un très beau cadeau. Et puis. Donc en fait, je te dirais que c'est quelque chose qui se fait très naturellement. C'est pas paf, d'un coup je peux m'offrir des trucs, c'est le temps de gagner de l'argent, de réussir. La différence, c'est qu'à Dubaï, ça va plus vite. Je pense que c'est beaucoup plus condensé que dans plein de pays. Sur 2 ans, tu peux vraiment évoluer beaucoup plus que dans certains autres pays. Après, quand tu arrives à Dubaï, oui, au début, tu as tes réflexes de français. C'est-à-dire qu'ici, tu poses ton sac de créateur et ton iPhone dernier cri sur la table de n'importe quel resto et tu vas aux toilettes à l'autre bout du mall, tu laisses tout là, tu reviens, tout ça là. Quand tu rentres en France, tu te rends compte à quel point tu as perdu tes réflexes. Vraiment. C'est-à-dire qu'en France, moi, ma famille, alors, on essaie de se le redire à chaque fois, et mon mari qui a connu le Liban, qui a connu euh, certaines vies de quartier, parfois un peu plus dangereuses, etc., lui, il a plus ces réflexes-là, il est très attentif, donc il me le redit. Mais c'est vrai que très vite, moi, je suis plus choquée dans l'autre sens. C'est quand je suis en France et que je vois que tout le monde garde ses affaires, je m'apprête à poser mes trucs et à partir, on me dit, mais Marie, tes affaires. Mais même s'il y a ma famille avec moi, donc c'est-à-dire je leur laisse à eux à table, ils vont me dire, bah, mais parce que moi, je leur ai laissé à eux. Mais même eux, en fait, en France, t'as tellement l'habitude de tout garder avec toi. Et puis, ouais, il y a plein de petits chocs culturels, mais étrangement, ils sont plus, je trouve, dans le sens quand tu rentres. Parce qu'en fait, le confort et la sécurité, tu t'y habitues très, très vite. Est-ce que tu
Tu penses que les Français qui vivent pas à Dubaï ou qui vont emménager prochainement ont conscience de tous ces petits détails et de toute cette différence entre la France et Dubaï? En vrai, ce que j'allais dire nous, mais en tout cas ce que moi j'ai fait, c'est assez rare. Les gens qui se disent bah je pars à Dubaï, qui prennent un billet aller, qui prennent un container, qui font un déménagement et qui partent. En général, les gens ils sont quand même venus une fois, parfois deux, trois fois. Tu vas rencontrer beaucoup de Français qui disent non, mais en fait moi je viens depuis 2018 très régulièrement. J'attends juste une chose, c'est de pouvoir m'installer. Donc en général, les gens sont venus une première fois, ils connaissent un petit peu et ils savent pourquoi ils viennent parce qu'ils ont expérimenté ça. Ce... Et puis tu vois, au-delà même de la sécurité pure, c'est-à-dire ici tu te balades. Enfin, moi en France, je refusais des sorties ou des soirées copines ou des trucs par peur de devoir rentrer après, par peur d'être dehors la nuit, etc. Et pourtant, évidemment, enfin, je te parle même pas de boîte de nuit ou quoi que ce soit. Hein, je te parle quand t'es habillé normalement. C'est même pas cette charge mentale de ah comment je peux m'habiller et pas m'habiller. Juste sortir tout court. Ici, t'es très libre. Ici, enfin, vraiment, il y a jamais personne en tant que femme, tu vas jamais te sentir en danger ou quoi que ce soit. C'est même pas une affaire de nuit ou pas de nuit. Juste sur le regard, l'attitude des gens, tu vois bien qu'il n'y a pas de regard pesant. Tu vois bien qu'il n'y a pas de euh, d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Donc, t'as tout ce côté sécurité pure. Est-ce que tu peux dire du coup que vivre à Dubaï a changé ta façon de voir l'argent? Non, moi non. Moi non, mon mari non. Mais je pense qu'on est des personnes qui ont une vision assez particulière de l'argent. On est des gens qui, bon, lui a une éducation financière excellente parce que c'est son métier. Et on a une gestion financière qui est, je pense, un petit peu à part. C'est-à-dire que là, évidemment, je t'ai parlé des quelques petits plaisirs, etc. Mais on n'est pas du tout des gens qui dépensent en réalité. Et tu vois, tout est très, très, très géré. Et par exemple, on n'est pas tous les 4 matins en vacances. On se prend peut-être 5, 6 jours de vacances par année où on va aller, je sais pas, cette année on est parti aux Seychelles, c'est seulement 4 heures de vol de Dubaï. Déjà, on refuse de faire des vols trop lointains. On voit pas vraiment l'intérêt. C'est beaucoup de perte de temps. Écologiquement, c'est pas très intéressant. Voilà, on a fait les Seychelles. Peut-être que cette année, on ira pareil 5, 6 jours aux Maldives. À nouveau, c'est 4 heures. Mais c'est uniquement ça, tu vois. Donc, on va pas beaucoup voyager, on va pas beaucoup dépenser. On part du principe que le plaisir et les petits kiffs doivent représenter au maximum 5% de nos gains, de notre budget. Ce qu'on connaît comme standard, c'est plutôt 50-30-20, même si évidemment, c'est pas du tout adapté aux expatriés en fonction de ton contrat, de l'endroit où tu vis, tes priorités, etc. 5%, bravo. Est-ce qu'on arrive à tenir sur la longueur? Parce que ça sonne comme un régime, tu sais, le régime où que tu fais pendant des années. Tu craques parce Alors, que t'es... non, il y a plusieurs choses. Déjà, on n'est pas des gens qui ont envie de dépenser. C'est-à-dire, comme je te dis, on passe pas notre temps à regarder ce qu'ont les autres. Donc, moi, il n'y a pas grand-chose dont j'ai envie. J'estime que j'ai tout ce dont j'ai... Enfin, tu sais, je peux faire les magasins avec mes copines et être en mode, ah ouais, c'est super, c'est beau. Non, ça va, C'est tout. tu vois. Donc, on n'est pas dans la dépense et il y a plusieurs choses. D'une part, nous, on est investisseurs avant tout. Et c'est ça qui nous fait vibrer, c'est construire, c'est développer, et c'est aussi ça qui nous rend heureux ici, parce que c'était beaucoup plus compliqué en France. Donc, on est investisseur avant tout. On va mettre beaucoup d'argent dans nos investissements, dans l'investissement dans nos entreprises, dans l'immobilier, dans plein de choses. Euh, Autre chose, c'est que on estime qu'on est toujours en phase de construction. Tu vois, on est encore en train de construire. Donc, pour l'instant, si on veut réussir et avoir suffisamment d'argent pour investir dans tout ça, évidemment, on doit maintenir nos coûts relativement bas. Et ensuite, il y a quelque chose que mon mari a toujours implémenté dans notre vie, et je l'en remercie beaucoup. Je trouve que c'est hyper important. Pourtant, on est ensemble depuis 10 ans et demi maintenant, et on a toujours fait Bravo. ça, c'est que... Merci. Il a toujours fait en sorte, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a vécu de tout perdre, et il voudrait jamais m'imposer ça. Donc, il a toujours fait en sorte que si on s'autorise quelque chose, il veut pouvoir être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il ne nous installera pas dans une maison où un jour on serait susceptible de devoir repartir dans un quartier qui nous plaît un petit peu moins, dans des surfaces moins grandes, dans des layouts peut-être un petit peu moins jolis. Tout comme il m'aurait pas offert une Porsche pour mes 30 ans s'il n'était pas sûr et certain financièrement, dans la mesure du possible évidemment, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais si financièrement
dans notre situation actuelle, il n'était pas certain que je puisse rouler en Porsche jusqu'à la fin de mes jours si c'est la voiture que je choisis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc il fait très très attention à ce qu'il n'y ait pas ce retour en arrière qui peut être très dur à vivre. Donc, on ne s'offre que ce qu'on est sûr de pouvoir s'offrir sur le long terme. C'est une belle approche qui évite de tomber très haut en cas de souci et d'éviter les déceptions, les frustrations. Et finalement, on peut très bien gagner très bien sa vie et choisir de vivre dans la simplicité, soit pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement, ou pour avoir sa vraie définition de la liberté financière, qui n'est pas forcément de s'amuser à outrance, mais qui peut aussi être de remplir ce besoin de sécurité. Oui, et puis comme je te dis, nous on est des gens, on ressent pas forcément ce besoin de dépenser, on ressent pas forcément ce besoin de voyager, donc c'est assez facile. Et je comprends qu'il y a d'autres gens qui disent moi mon plaisir c'est pas ça, mon plaisir c'est de dépenser mon argent, et il y a pas de souci, et loin de moi l'idée de juger, mais c'est vrai que du coup au quotidien on est plutôt des gens où on se dit non, on n'a pas besoin de ça, et on n'a pas forcément des envies comme ça. Et moi, si j'ai envie de quelque chose, je peux attendre plusieurs mois pour l'avoir, ça me pose aucun problème. Mais ouais, et puis moi, je fais très attention à ça. Ouais, mais les autres ils ont ci, les autres ils ont ça. Je crois que c'est un puits sans fond. Si tu te mets à acheter ou à dépenser pour être heureux, pour avoir une satisfaction, je crains que malheureusement ça s'arrête jamais. Et je fais très attention à pas être dans l'attente d'acheter ou d'obtenir quelque chose pour me sentir bien. Et je pense qu'on est des gens qui ont toujours été très heureux ensemble, même dans des appartes. Franchement, des appartes, t'as peur. Des appartes un peu miteux, ou en partageant un cornet de frites pour deux et en s'asseyant dans l'herbe. Et on se rappelle toujours qu'on était extrêmement heureux à ce moment-là. Et je pense que si tu tombes dans il me faut ci, j'ai pas ça, je veux plus, tu peux perdre ce bonheur-là. Et ce serait dommage. Et pour être à deux, t'as pas besoin d'y aller en Ferrari et d'être dans un palace. Est-ce que tu penses que la meilleure façon de ne pas tomber dans l'écueil je vais faire riche à Dubaï, c'est justement de partager les mêmes valeurs avec son conjoint, d'avoir les mêmes objectifs et de se concentrer là-dessus? Ouais, je pense que c'est hyper important. Je pense que être riche c'est pas un objectif. Réussir, construire, s'épanouir, je sais pas, peu importe pour qui, nous on a nos objectifs perso, mais nos objectifs sont des objectifs professionnels clairs, de choses qu'on a envie d'accomplir. En aucun cas c'est en termes de chiffres, parce que les chiffres en fait ils s'arrêtent jamais. Je veux dire, demain t'es millionnaire, à Dubaï franchement tu te dis ouais mais millionnaire en fait je vais pas loin, donc j'ai envie d'être milliardaire. Donc je pense pas qu'être riche c'est un objectif. En revanche, je pense que oui, d'être aligné sur les valeurs, c'est hyper important. Et puis surtout, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre et qu'on est heureux. Mais pour nous, travailler ensemble est hyper important. Parce que le travail à Dubaï prend tellement de place que, tu sais, si on avait travaillé chacun de son côté, je pense que ça t'éloigne un petit peu. Tu peux pas vraiment te comprendre de la même manière que quand on est sur un gros dossier ou un gros lancement et on sait qu'on le fait main dans la main et que voilà, qu'on bosse ensemble, qu'on se voit. Je pense que nous, en fait, c'est plutôt ça, c'est construire ensemble, tu vois. Tu parles des investissements immobiliers à Dubaï. Qu'est-ce que tu conseilles comme budget si tu veux te lancer? Dans quel quartier? Quelles questions il faut vraiment se poser? Alors, le budget, en fait, ce qu'il faut vraiment se poser déjà, c'est comment je me fais accompagner par qui. Parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce domaine-là à Dubaï. Les gens vont croire que l'arnaque, c'est surtout de la part des promoteurs. Alors oui, on a des promoteurs blacklistés. Ça, déjà, il te faut des conseillers de confiance qui puissent te dire ah bah alors là, c'est non, on se tient éloigné, on signe pas avec ces promoteurs-là. Mais les gens, ils ont surtout peur de dire ah ouais, genre tu payes et l'appart, il voit jamais le jour. En fait, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. C'est des choses qui vont jamais ressembler à ce que tu as vu sur la brochure. C'est des choses qui vont prendre énormément de retard. C'est des promoteurs qui vont pas te rembourser certaines avances. Et surtout, et il est là le gros risque, même si ça ressemble à la brochure dans le quartier qu'on t'a dit machin et tout, c'est un promoteur qui, si toi tu fais pas ton taf d'étude de marché, et si c'est pas ton métier, c'est normal, il faut demander donc à un conseiller compétent. Qu'est-ce que tu fais si un promoteur te vend un truc, un super prix et tout, mais dans des immeubles où en fait il va construire beaucoup beaucoup trop d'appartements
pour la demande et que toi, en fait, ton truc, il aura jamais aucune valeur en termes d'offres et de demande sur le marché. Donc, en fait, c'est ça, c'est investir dans les bons immeubles avec des projections, avec on a des comités d'investissement pour ça. Les vrais bons conseillers en investissement sont en comité d'investissement, font des études de marché, des études d'élasticité toutes les semaines. Mon mari, pour son temps passé avec les clients, en fait, il n'est pas juste en rendez-vous à dire « Ah super, bah, je vous vends ci, je vous vends ça ». En fait, pour son temps passé, je pense qu'il doit passer 2 fois plus de temps en comité d'investissement, en recherche, et vraiment le nez dans les chiffres et dans les livres, quoi. Enfin, les livres. C'est un marché dynamique, donc dans les articles et dans les rapports, etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Il y a des arnaques et elles viennent pas forcément de là où les gens pensent qu'elles viennent. Donc il y a plein de trucs sur lesquels ils se sentent protégés. Et derrière, bam, par exemple, truc hyper important, les gens se disent oulala, bah, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agents à Dubaï et qui se tirent un peu la bourre parce que les mauvais agents, évidemment, font pas de chiffres. Donc, ils vont être prêts à tout pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, quitte à mentir. On a déjà récupéré des clients qui nous ont dit, bah, en fait, il m'a affirmé que le lot était à tel étage et il m'a fait signer sur le contrat pour tel étage. Et en fait, c'était pas le bon. J'ai eu un autre étage, c'était même pas la même taille d'appart. Donc tu vois des trucs comme ça, mais parce que les mecs, bah on en revient à la même chose. À Dubaï, si t'as pas, même sans parler d'être riche, si t'as pas un minimum, à Dubaï, t'as pas à bouffer et tu dégages. Donc les mecs sont en panique, donc ils tirent vers du limite légal et voire du carrément malhonnête pour faire de l'argent à tout prix. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, bah moi, malin, je vais aller directement chez le promoteur parce que le promoteur, bah il va pas, tu sais, il n'y a pas concurrence avec d'autres promoteurs. Je suis sûre que le promoteur, si je repère un immeuble qui me plaît, il va me vendre dans cet immeuble. C'est lui directement. Bah, désolé, vous pensiez être protégé, mais pas du tout. Il faut savoir que chez beaucoup de promoteurs, donc ils ont des agents du promoteur qui sont là toute la journée, qui sont là pour vous vendre les appartements, qui connaissent extrêmement bien ces produits-là. Leur commission, puisqu'ils sont payés à la commission, varie en fonction du lot qu'ils vous vendent. Et leur commission est plus haute si le lot, l'unité, est une unité de mauvaise qualité qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, le promoteur va les encourager en disant, si vous arrivez à revendre nos merdes, que bah celui-là, tu vois, sur un immeuble, tu as toujours des lots vachement moins bien. Des étages trop bas, un truc où on sait très bien qu'en fait, on va en reconstruire un deuxième, donc en fait, ils vont avoir les travaux pendant 15 ans ou je sais pas quoi. Et en fait, du coup, pour les motiver, il leur dit, bah, on vous donne une meilleure commission. Donc, quand tu as un agent du promoteur qui va dire, mais si, mais celui-là, il est super, machin et tout, tu ne peux jamais être sûr, sauf si tu connais extrêmement bien le marché et que tu sais ce que tu cherches. Tu peux jamais être sûr que le gars est pas en train de te dire ça parce qu'il va peut-être se faire 50% de com au lieu de 30. Donc, numéro 1, faut pas y aller tout seul. Jamais, jamais, jamais. Et il faut vraiment trouver quelqu'un de confiance. Ensuite, au niveau du budget, c'est un petit peu le même problème. C'est que si tu regardes sur Internet, si tu regardes sur les réseaux, bah très vite on va te dire ah ouais, à partir de 100 000 euros à Dubaï, t'as des trucs super. Et puis alors avec des brochures, ça donne envie, hein. Nickel. Non, c'est de la merde. C'est vrai. C'est vrai, je Bah les ai oui. vus passer ces trucs. J'ai même entendu 50 000, moi, à un moment donné. Oui, Donc, j'allais te dire justement même 50 000. Ben oui, mais là encore, en fait, le but c'est de faire du volume. Comme on n'est pas capable de faire de la qualité, parce qu'à Dubaï, il n'y a aucune barrière d'entrée pour être agent. C'est-à-dire que tu as des meufs qui étaient esthéticiennes, elles disent oh, tiens, je vais faire de l'argent, je vais devenir agent immobilier. Toutes les filles de chez Emirates, quand elles en ont marre d'être entre deux vols tous les jours, et je les comprends, elles deviennent agents immobiliers. En se disant, bah, je présente bien, je suis un peu jolie, machin et tout. C'est n'importe quoi. Ces gens-là n'ont aucune compétence. Et donc, comme il n'y a pas la compétence, bah, on essaie de faire du volume et de vendre n'importe quoi. Il y a un truc. Ah, en fait, actuellement, les gens à Dubaï vont te vendre. C'est quoi ton budget? 75 000 euros? Ouais, j'ai ça. Hop. Mais en fait, on ne parle pas de grammes de patates là. C'est pas en mode t'as ce prix-là, je te donne ça. On parle de stratégie d'investissement, de quelle est ta stratégie, quel est ton budget, est-ce que c'est un investissement court terme ou long terme, quelle est ta stratégie de sortie, quel est le plan A, B, C en fonction de ce qui va se passer, quel est ton retour sur investissement, qui va gérer tes investissements si derrière tu les mets en location, tout ça. Donc en réalité, alors ça Mortal saurait dire plus précisément, mais alors ça va dépendre si c'est uniquement le cash que tu as, full, ou si tu peux faire un emprunt en plus. Mais donc en fonction déjà, donc si tu empruntes en plus ou c'est vraiment ta limite, de temps en temps, on a quelques trucs un peu intéressants, me semble-t-il, à
partir de 150 euros, mais ça va être dans des critères très précis. Ça va être sur des investissements long terme. 150 000, tu veux dire? 150 000. Oui, euros. T'as dit 150. C'était pas mal, j'allais signer tout de suite. Il n'y a pas. Non, 150 000, c'est pas tout le temps. Ça dépend des périodes et des projets qu'on a. Il y a très souvent, il y a des choses tout le temps. Hein. Il y a un projet toutes les 17 heures qui pop à Dubaï. Hein, donc, mais nous, on ne vend pas tout, évidemment. Par moment, on peut avoir des choses intéressantes et ce sera un bien intéressant qui ne correspond pas à tous nos investisseurs. Il y a des gens à qui on va dire prends pas ça. Après, on a beaucoup de gens qui commencent autour de 200, 250 000 euros à dire bah voilà c'est mon budget et tout. Et là on peut commencer à leur trouver des trucs intéressants. Évidemment, autour de 200, 250 000 euros, t'as moins le choix. Ça veut dire si tu me dis oui mais derrière c'est pour mettre en loc, courte durée, forcément il va falloir qu'on trouve quelque chose qui corresponde. Si tu nous dis oui mais c'est pour un investissement courte durée, je veux sortir de l'investissement rapidement, ce sera peut-être pas toujours possible. Donc voilà. Mais ça, c'est le travail de Mortal. Il a étudié toute sa vie pour ça. Et là, bah, en fait, il reçoit les personnes qui présentent leur situation, qui expliquent leurs envies, leurs besoins. Et là, bah, on établit une stratégie d'investissement personnel. Mais personnalisée. Et la clientèle, ta clientèle, c'est quoi? Est-ce que ta clientèle, c'est des expatriés français? Est-ce que c'est des gens qui habitent de longue durée à Dubaï? Est-ce que c'est des Français qui n'habitent pas du tout à Dubaï? C'est quoi? C'est hyper varié, hyper varié. On a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui achètent sans se déplacer. Surtout off-plan. Alors récemment, on a eu un couple, d'ailleurs c'était des abonnés à moi, ils nous ont tellement fait confiance qu'ils ont acheté leur résidence principale à distance, sans se déplacer. Waouh! Mais bon, en général, c'est surtout pour des investissements. Donc là, effectivement, en soi, t'as pas forcément besoin de le voir, et de toute façon, bah, il est pas sorti de terre. Donc c'est des plans, et là, bah, c'est pour ça que tu choisis ton conseiller en investissement, parce que tu lui fais confiance. Lui, il va te dire, bah, bien sûr, tu poses tes questions et tout, hein, mais lui, il va te dire, là, ça oui, là, ça non, les risques, c'est ça. Déjà, un conseiller qui te dit qu'il n'y a pas de risque, tu t'en vas. Et un conseiller qui te dit oui à tout, tu t'en vas. Moi, le nombre de fois où Mortal dit aux gens, non, vous n'achetez pas. Non, c'est pas le bon moment. Non, vous attendez. Non, avec ce budget-là, vous prenez pas. Alors qu'en soi, oui, il pourrait faire de l'argent, mais ça l'intéresse absolument pas. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit capable de vous dire non, là, non. Parce que A, B, C. Quelqu'un qui peut tout vous expliquer. Vraiment. Faut qu'à chaque fois que tu aies des questions, il soit capable d'y répondre de manière satisfaisante et que tu comprennes. Il n'y a pas de non, mais vous savez, là, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est pas capable de vulgariser une info, c'est quelqu'un qui la maîtrise pas à 100%. Donc, quand tu as trouvé cette personne-là, ensuite, voilà, tu vas pouvoir y aller. Et donc, au niveau des gens qui achètent, on a beaucoup de gens qui achètent à distance. Et au niveau des profils, on a pas mal de Français. Les Français achètent beaucoup, mais je pense qu'on est aussi une population attachée à l'immobilier, tu vois. Donc, où qu'on soit dans le monde, on va avoir tendance à se tourner vers cet asset-là. On a bien sûr plein d'autres nationalités, mais beaucoup de chefs d'entreprise qui revendent des entreprises qui du coup ont un gros budget et se disent bah je suis pas forcément à l'aise de racheter en France maintenant avec ce qui se passe, ou je veux mettre une partie en France, je veux mettre une partie en fait c'est beaucoup d'investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, des investisseurs qui cherchent à avoir un meilleur rendement parce que à Dubaï, tu peux rapidement atteindre. Bon, là, les chiffres, j'ai peur de dire des chiffres parce que je les maîtrise un peu moins bien que Mortal. Il me semble que tu peux facilement être autour de 6, 7, 8, voire 9% de rentabilité. Et ensuite, tu vas atteindre des 11, 12 sur le luxe uniquement. Donc là, c'est des prix d'entrée plus chers. Okay. Mais moi, j'avais quand même entendu beaucoup. Tu peux acheter un appartement à 50 000 euros et espérer 12% de retour sur investissement. J'ai entendu dire ça des dizaines de fois. Donc là, tu reviens déjà sur des chiffres qui sont plus acceptables. 6%, c'est possible. Bien sûr. Non, alors, ça reste... 12, alors, 11%, c'est possible. 12, t'as vraiment géré ton truc comme un malade, tiré les coups vers le bas, négocié, t'as une super unité, t'étais au bon moment, au bon endroit, mais surtout, on va être sur du luxe. Et t'entres pas sur des biens de luxe à 50 000 euros. Bien sûr que non. Par contre, plus t'as du budget, et on a des Français qui viennent avec 7, 8, 10 millions d'euros, ils vont effectivement avoir accès à d'autres choses, soit diversifier pour faire beaucoup de petits investissements, mais là, on va avoir tendance plutôt à leur conseiller effectivement, bah, tant que vous avez ce budget-là, mettez au moins une partie de ce budget sur du luxe où vous allez pouvoir augmenter vraiment votre rentabilité. Et puis ensuite, on a aussi plein de bons pères de famille qui vont, enfin, dans le sens expression,
qui vont mettre tout ce qu'ils ont, mais qui vont chercher à le protéger plus que de le faire fructifier, et qui vont avoir 200 000 euros emprunt compris, et c'est tout ce qu'ils ont, mais c'est une manière de mettre de côté, de sécuriser, et là aussi, on va être sur des stratégies un peu différentes. On n'est pas à tout prix sur la rentabilité, on peut se permettre de rester sur du un peu plus long terme, c'est les économies qu'il a mis de côté, il cherche pas à y toucher tout de suite. Parfois c'est pour les enfants plus tard, ou pour se dire ok, j'ai sorti un petit peu d'argent pour diversifier sur un marché un peu plus varié, et puis que s'il y a quelque chose... En fait, t'as beaucoup de gens qui sont sur pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, tu vois. Et après, t'as des Super. gens qui sont carrément sur du trading, sur du flipping houses, qui sont, moi, je suis là pour faire de l'argent. C'est-à-dire, je vais vraiment prendre des maisons, les revendre, les machins, les trucs. J'ai beaucoup plus de budget, je le fais de manière professionnelle. Et là, je viens faire de l'argent et devenir riche avec l'immobilier à Dubaï. Mais ça, c'est des clients un peu à part. C'est pas la majorité de nos clients. Pour ceux qui veulent s'installer à Dubaï, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ah, j'ai plein de conseils. J'ai des conseils importants et sérieux. J'ai des conseils cons, mais importants aussi. Écoute, je vais partir sur un truc un peu plus psychologique et humain, parce que j'ai eu une discussion importante avec une amie hier. Même si c'est une super ville, que tu viens pour améliorer ta qualité de vie, qu'il fait beau, que tu as plein de choses. Moi, je viens d'une famille de soignants et j'étais soignante à l'origine et j'ai une maman psychiatre. Et il faut savoir que la dépression de l'expat, elle existe. Et que même si c'est une dépression très soudaine, parfois temporaire, elle en est pas moins sérieuse et pas moins parfois très très forte. Et ça touche notamment, en tout cas en termes de chiffres, les femmes d'expat. Tu sais, souvent, tu as cette situation un petit peu classique du le mari trouve un travail avec vraiment un salaire beaucoup plus intéressant, c'est une meilleure vie pour tout le monde et tout ça. On a quand même beaucoup de cas de figure où les femmes doivent malheureusement abandonner leur emploi pour pouvoir suivre et le temps de trouver, ou parce qu'elles ne retrouveront pas, ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui peut vraiment te détruire. Et puis, tu as cette culpabilité de non, mais attends, on gagne plus de sous, j'ai une plus belle maison, il fait plus beau. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui se font en parler. Et puis, ce truc, tu vois, mon mari, il bosse comme un ouf, il y va tous les matins, il doit trouver ses marques au travail, je vais pas en plus le faire chier et tout. Sauf que c'est une vraie souffrance et c'est un vrai sujet. Et il faut vraiment pas hésiter à en parler avant que ça vous détruise la vie, que potentiellement ça puisse détruire un couple, que potentiellement ça ait un impact sur vos enfants. Faut pas avoir honte de ça. Et faut pas essayer de chercher de logique en se disant ouais, mais j'ai une meilleure vie, j'ai une plus belle maison, on gagne plus d'argent, j'ai plus de soleil. C'est un vrai risque. Et vous pouvez être à l'origine de ce choix d'expatriation, en être heureuse, en être sûre, en avoir envie et être sûre que c'est ce dont vous avez envie et besoin pour votre famille aujourd'hui et pour vous-même, et que pourtant ça vous tombe sur la tronche. Personnellement, je l'ai pas expérimenté et j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais je sais que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense et on ne le sait pas parce que les gens n'en parlent pas forcément. Donc faites attention à vous à ce niveau-là et n'hésitez pas à vous faire accompagner, quitte à, si vous avez un professionnel de confiance en France, faire des séances à distance, sur tout ce qui est psychiatrie, psychologie, c'est possible à distance. Et puis à vous entourer, arriver sur place. Et en fait, s'il y a un gros coup de mou à l'arrivée, c'est très répandu et c'est OK. Merci, c'est un beau conseil. C'est un sujet dont on ne parle pas assez et on a un tabou énorme sur la situation du conjoint accompagnateur, même si dans 80% des cas, c'est des femmes, il y a aussi des hommes. C'est vrai que c'est important. C'est mon petit côté pro de santé qui reprend le dessus en mode prenez soin de votre santé mentale. Merci Marie. Où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre sur les réseaux? Et bien du coup, tous mes réseaux sont au nom de Madame Elkouche. C'est pas de bol, mais c'est notre nom de famille, c'est comme ça. Donc moi, j'ai toute la partie un petit peu lifestyle, Dubaï, et puis rigolade, donc avec Madame mme.elkouche, E-L-K-O-U-C-H-E. Et mon mari a toute la partie immobilier, où il donne plein d'astuces, plein de conseils. Il parle des petits écueils à éviter dans l'immobilier à Dubaï. Il parle un peu de négociation et tout ça. Et lui, c'est monsieur. Donc c'est m.elkouche. Donc on est tous les deux. Super. Et puis on sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Marie et on vous retrouve bientôt dans un prochain épisode.